Merci les amis d'abord d'avoir été si nombreux pour venir voir ce live en studio hier soir en effet pour cette grande première. C'était un vrai kiff, un vrai bonheur, j'ai essayé de faire participer un maximum de monde. Vous n'avez pas pu tous participer en visio, alors en commentaire, oui vous étiez beaucoup, mais la prochaine fois, promis, je me rattraperai. J'ai déjà repéré 100 000 trucs à améliorer avec les équipes techniques, avec l'équipe éditoriale aussi pour faire encore mieux, toujours plus, et partager mes amis entre passionnés, c'est ce que je veux à tout prix, c'est pour ça que ces débriefs sont ouverts à tous, et d'ailleurs le prochain sera dès mercredi du côté du match Nice-Marseille, on sera l'après-match ensemble, bien sûr, le gros débrief mercredi soir. En attendant, on se refait un débrief condensé de PSG-OM parce que vous avez vu avec notre invité Sam, qui était ici avec le chroniqueur Yann, avec vous, j'ai voulu donner beaucoup la parole à tout le monde et finalement certains m'ont dit bah tu nous as pas trop donné ton avis sur la situation du match, donc à froid c'est encore mieux. J'ai plein de choses à vous raconter, il va falloir parler de la dépression de Neymar, de Messi apathique, de Sampaoli et sa tactique, frileux pas frileux finalement, de la venue de courte aussi, vous m'avez posé beaucoup de questions, j'avais pas tout répondu pendant le direct parce qu'on était beaucoup en plateau, mais c'est avec grand plaisir que je le fais maintenant. En tout cas, vous avez été encore hyper nombreux hier soir, aujourd'hui à m'envoyer des messages. Merci aussi pour la force envoyée par Adil Rami ou Mokobe du 113 lors de leur petite vidéo d'hier. Ça m'a vraiment touché droit au cœur. On les aura les méchants. Bonne chance à toi. Mais commençons quand même avec cette dinguerie, ce 0-0 entre Marseille et Paris dans une ambiance de feu. On parlera de la communication aussi à l'international où cette ambiance de l'Orange Vélodrome a été saluée presque dans le monde entier. On essaiera de décrypter le pourquoi du comment. Tout le monde en a parlé depuis hier soir. Mais d'abord, commençons par le football avec Pochettino. Pochettino, c'est l'entraîneur du PSG depuis janvier. On ne voit toujours aucun changement dans le jeu. Ça commence à se traduire en années parce que même sous Tourelle, depuis, j'ai envie de dire, allez, l'élimination contre Manchester United, mais même avant, le PSG déjoue. Le dernier beau PSG, finalement, c'était le PSG de Laurent Blanc, entendons-nous bien. Celui avec Lavezzi qui courait pour Zlatan, celui avec Matuidi, Verratti et Mota qui étaient parfaitement complémentaires et qui connaissaient leur rôle. Il ne faut pas que des artistes dans une équipe, et on se retrouve aujourd'hui avec un PSG brillant individuellement, un PSG individualiste. Pourquoi? Parce que le foot, c'est le sport collectif le plus individualiste. Donc on se retrouve hier avec à nouveau une addition de stars alignées au Vélodrome, mais beaucoup de stars qui, même individuellement, n'ont pas été à leur niveau. Alors est-ce que Pochettino est fautif? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous ne pensez pas plutôt comme moi que Paris est devenu ingérable à force d'accumuler des joueurs qui ne sont pas complémentaires, qui ne courent pas les uns pour les autres, et qui du coup, individuellement, veulent tirer leur épingle du jeu, mais collectivement, ça ne donne rien, et parfois on a beau avoir même l'envie, en fait, quand ça ne matche pas, quand il n'y a pas le petit truc entre coéquipiers, on peut tout essayer, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que quand on me dit « Ah, regardez, ça fonctionne bien à Marseille dès le mois d'août, avec Sampaoli qui a eu son équipe assez tôt », oui, ok, physiquement il a peut-être un peu pu les préparer mieux que Pochettino, et encore Pochettino a pu faire une préparation avec beaucoup de joueurs. Mais c'est pas ça l'histoire, c'est que deux joueurs de haut niveau qui s'entendent, ils s'entendent à vie. C'est comme ça, même à 60 piges, quand ils avancent plus, et bien, ils se trouveront toujours, parce que c'est ça le football, ce sont les connexions. À Paris, il n'y a pas de connexion entre les joueurs. Alors Pochettino est-il fautif? À mon avis, oui, parce que a-t-il les mains libres? J'en sais rien, mais oui, de l'extérieur, parce que Pochettino n'aligne qu'une équipe ultra offensive, avec 4 offensifs, soi-disant 4 fantastiques, mais qui ça ne marche pas. Alors hier, il a essayé de les réorganiser avec un Neymar remis un peu plus au centre du terrain, Mbappé donc avant-centre, on sait que c'est pas vraiment tout à fait son poste, même si c'est le meilleur parisien depuis le début de la saison. Messi, alors là, à droite, bon, bah, à 34 ans, exilé, le génie argentin à droite, on se pose tous la question, il n'y a pas que moi, Thierry Henry l'a dit, et même au PSG, je pense que les joueurs se le disent eux-mêmes. Je pense qu'un Léo Messi, on va en parler dans un instant, il faut lui donner les clés du camion. Peu importe. Parlons donc de ce qu'a mis en place Pochettino. Il a mis pendant un moment Di Maria, jusqu'à ce qu'il le sorte, côté gauche, milieu, allez, relayeur côté gauche.
il a été surtout performant dans sa vie parisienne côté droit, ailier droit. Donc cette réorganisation au détriment de Di Maria ne veut-elle pas plutôt dire de mettre quelqu'un d'autre à la place de Di Maria, faire des vrais choix pour équilibrer cette équipe. La titularisation de Danilo, c'est tout à fait ça, essayer de trouver un équilibre. On sait que Danilo, il passera pas le milieu de terrain offensivement. Bon bah voilà, on sait grâce à ça que Paris aura une stabilité, c'est ce qu'a cherché Pochettino, en tout cas c'est ce que je perçois, mais c'est raté. Encore une fois, ce PSG est coupé en deux, on donne la balle aux attaquants et derrière, on se pose la question de ce qui va se passer. Même Verratti, bon monsieur, allez, 10 matchs par an, est obligé de sortir à la 42e minute. Ah, c'est étonnant, dans le brancard, on a fait une vidéo sur Verratti, on vous a expliqué que physiquement c'était plus possible à cause de ses opérations et ça continue. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Donc que le jeu du PSG se repose que sur Verratti, c'est dangereux. Wijnaldum envoyé à la cave aussi, c'est dangereux parce que c'est un vrai bon joueur. C'est à eux de le remettre en forme et surtout dans un état de confiance qui lui permette de retrouver son football. C'est pas un mauvais footballeur, je ne crois pas. Et voilà, on se retrouve donc avec un Pochettino bloqué qui par défaut fait sortir Neymar aussi en fin de match contre l'OM. Neymar, on sent qu'il est presque hésitant à faire l'esclandre. Bon, il n'a rien fait heureusement vu son match, mais Pochettino il marche sur des œufs. Voilà, donc jusqu'à quand, j'en sais rien, mais je trouve ça très très compliqué comme situation avec le PSG, même s'il faudra l'utiliser, Paris est premier, mais est-ce qu'on peut permettre autre chose que la première place pour le Paris Saint-Germain? L'an dernier, c'était une faute professionnelle de ne pas gagner, même en saison Covid, donc cette année, il n'y a quand même pas le choix, vu l'équipe, que d'être champion largement. Avant de parler de Messi, abordons le cas Neymar, parce que c'est important, c'est presque le titre de cette vidéo. Neymar est-il en burn-out, en dépression? Je suis choqué de voir l'attitude corporelle de Neymar, notamment dans le match d'hier, avec des sourires qui sonnent faux, avec un jeu en déliquescence. Neymar, c'était quand même le soleil, c'était quelqu'un qui adorait venir jouer au foot. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que même un match à enjeu, on va dire, mental pour les supporters, à l'Orange Vélodrome, c'est pas possible d'avoir un Neymar flamboyant. Il ne passe plus à 1 contre 1, il n'est plus dans le bon tempo, toujours 1, 2, 3 touches de balle de trop, et Neymar en fait ne rayonne plus. Mais Neymar qui ne rayonne plus, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il n'a plus envie de jouer au football. Quand on voit sa déclaration sur à 30 ans après la Coupe du Monde 2022, peut-être que ma carrière internationale sera alors mis entre parenthèses. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais football. Bon, ok, ça me paraît jeune, mais pourquoi pas? Il a le droit d'avoir une lassitude, il a le droit du coup d'être piégé par un gros contrat avec le PSG, c'est humain, mais ce qu'on ressent sur le terrain, ça me paraît grave, il est comme atteint psychologiquement, il a plus cette grinta, cette envie. C'est presque un match où j'aurais été rassuré si Neymar s'était fait expulser à l'Orange Vélodrome. Je me serais dit, on a Neymar, voilà, c'est Neymar qui est comme ça. Là, hier, il n'y a plus d'âme chez Neymar. C'est plus Neymar, on lui a enlevé son mojo, vous savez. Donc je m'étonne, et c'est pour ça que je pousse un coup de gueule là-dessus. Où en est Neymar dans sa tête? C'est à Paris d'avoir aussi des coachs, la fameuse mode des coachs mentaux, là, Steve Savidan et bien d'autres. On a fait aussi des vidéos sur la chaîne YouTube. Le coach mental paraît important aujourd'hui dans tout groupe pro. Est-ce qu'à Paris, ça bosse là-dessus? Parce que Neymar me paraît complètement perdu. Est-ce qu'il sait exactement sa position actuelle au PSG? Est-il un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie de la cacophonie ambiante. Neymar qui a perdu la flamme. Neymar qui paraît déconnecté. Il y en a un autre qui paraît totalement déconnecté. Et alors là, c'est plus grave. Parce que Léo Messi, c'est un des 2 meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde. Dites-moi dans les commentaires où vous en êtes dans cette religion-là. Mais Léo Messi, hier, qui erre encore comme une âme en peine, qui perd des ballons comme à l'Orange Vélodrome, qui paraît surpris un peu par l'ambiance, alors que des Neymar et Messi, ils en ont vu des ambiances en Amérique du Sud, dans de matchs internationaux. Je parle, Neymar, il a fait gagner quand même les JO à lui tout seul au Brésil. Voilà, c'est des pressions qu'ils connaissent, ces gars-là. Et hier, c'était déchets techniques, c'était problème d'automatisme. C'est des joueurs à ce niveau-là, ils doivent se trouver les yeux fermés. Pas du tout hier, encore une fois. Donc, est-ce que c'est un système qui ne leur convient pas? Est-ce que c'est un problème plus global? En tout cas, Messi déçoit. C'est la première fois de sa carrière, je crois qu'en 4 matchs de championnat, il ne marque pas. C'est un signe.
Certains me disent que Messi est apathique, ça veut surtout dire que il est carbo, que Messi manque de physique. C'est une chose auquel je crois peu, parce que quand on a son talent, son niveau technique, c'est plus un problème tactique selon moi, et c'est un problème de caractère aussi, parce que Messi c'est un taiseux, Messi c'est un timide entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui va vous demander par la voix tous les ballons, ça doit venir à lui naturellement. Et à Paris, vu qu'il n'y a que des artistes et que des joueurs qui se prennent pour des artistes, tout le monde veut le ballon. Donc il y a toujours la touche de trop, et Messi n'est jamais dans le bon tempo. Donc Paris a réussi la prouesse collective de ne pas arriver à jouer avec Messi. C'est du génie, là aussi. Mais alors Messi, que faire? Le replacer dans l'axe du jeu. Je crois qu'en début de saison, il fallait même être clair. Alors ça aurait vexé peut-être Kylian Mbappé, qui est le meilleur joueur du PSG actuellement, mais qui voulait partir. C'est qu'il fallait dire, les clés du camion, publiquement, sont à Messi. Tous les ballons des milieux de terrain vont à Messi. Et Messi joue dans le cœur du jeu. Là, Alex Santé, côté droit, mais en fait, mais sortez-le. Alors oui, il est si près de la ligne de touche qu'il est aussi très près du banc de touche. Donc Messi, ça me rend dingue de le voir à ce niveau-là, errer comme une âme en peine, alerte autour de Léo Messi, et Thierry Henry le dit aussi, il lui faut lui donner les clés du jeu en tant que chef d'orchestre, et point barre. Il n'y a pas d'autre idée, d'autre solution. Donc ça me paraît très grave l'utilisation actuelle de Léo Messi. Il y a beaucoup trop de joueurs qui touchent beaucoup trop le ballon. Et puis, le dernier truc aussi, on va y venir tout à l'heure, Messi en pleine contre-attaque qui est gêné par un striker, il y a eu un problème quand même au niveau. Alors je veux bien que l'ambiance a été surréaliste, a été géniale hier au stade. Il faut quand même être neutre, objectif, les amis. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui me suivent aussi sur YouTube, mais il y a eu un vrai problème. On ne peut pas laisser quelqu'un rentrer sur le terrain comme ça, aller taper la bise à Messi. En plus, alors moi ça fait des années que j'achète plus de TN, mais vous remarquerez que ce gars, comme d'hab, avec ceux qui font des bêtises, il porte des TN. J'ai arrêté d'en acheter à cause de ça. Je me dis, ça te met dans une secte, un clan de mecs qui font des conneries. Tu portes des TN, il y en a des belles pourtant. C'est que tu vas faire une connerie. Tu les portes, bim, tu vas aller faire une connerie dans la rue. C'est sûr, je pense que c'est même les pompes qui te transportent dans la rue à faire ces conneries-là. Bon, en tout cas, il en portait, lui. Et on va revenir donc sur on a fait Neymar, Messi et Pochettino. On va revenir, avant de parler Sampaoli, tactique aussi OM, sur l'ambiance. Incroyable, l'ambiance insurrectionnelle, l'ambiance révolutionnaire, c'est la magie du foot, ça fait plaisir, les télés, les journaux sud-américains bavaient devant ça, ont kiffé. L'infierno de Marsella, sin una sola camiseta, ni una bufanda, ni un gorro del Paris Saint-Germain, venga, miren. Pour moi, ça fait partie de ce que je vous explique depuis plusieurs semaines. Préparer le terrain médiatiquement, donner une bonne image de l'Olympique de Marseille avant l'officialisation, ça fait partie de ces choses-là, parce qu'on voit qu'au niveau des médias étrangers, on parle beaucoup de l'OM, avec ce trident, avec l'Inter, Newcastle, on parle beaucoup de l'OM pour les ambiances folles. Voilà, c'est du positif ce qui se passe. C'est pas un hasard aussi si on a vu passer ma courte Margarita même, le bal des anciens propriétaires, donc à l'Orange Vélodrome hier. C'était un peu soirée de gala, il fallait se montrer. D'ailleurs, ils ne se sont pas montrés pour la cérémonie en hommage à Bernard Tapie. J'aurais préféré qu'ils soient là-bas plutôt qu'au match face au Paris Saint-Germain. Bon, chacun son style. On a vu que Franck McCourt, c'était à nouveau très marrant. Il applaudit à retardement. Il pige pas tout au foot, mais c'est toujours marrant voir ces gens-là qui essaient de se montrer via le football, qui apporte une aura médiatique énorme, toujours dans l'idée de sortir par la grande porte, se montrer en tant que businessman, homme d'affaires. C'est l'idée. Voilà, vous avez compris la communication. Vous suivez, vous êtes avec moi en live souvent, vous connaissez l'histoire. D'autres choses quand même en parlant du public, avant de revenir sur le jeu, d'inadmissible. Là, c'est du côté de la billetterie. On a vu ces images, des gens qui ont acheté des PDF. Il y a des gens qui vendaient des PDF, donc le même billet imprimé 10 fois, et du coup tu te retrouvais à l'entrée, ton billet il poinçonnait rouge, tu pouvais pas rentrer, donc il y a des pères de famille floués, des gens qui ont fait des kilomètres floués, qui ont forcé l'entrée, qui sont rentrés, qui se sont mis dans les escaliers, donc il y avait plus de 67 000 spectateurs hier soir à l'Orange Vélodrome. Pour autant, je leur en veux pas, ils se sont fait arnaquer, mais il y a un vrai problème au niveau club là. Le club doit faire comme à Paris, au Stade de France ou ailleurs, c'est billets nominatifs, carte d'identité et point barre. Et c'est simple à faire. Et même si à l'entrée ils n'ont pas trop le temps, dire à tout le monde d'avoir pièce d'identité plus imprimée à la main, c'est le même temps de vérification à l'entrée. Donc il y a un vrai problème autour de ça, c'est pas normal. Et surtout, je ne veux pas qu'on attende encore une fois en France qu'il y ait un drame, un problème, une surpopulation dans une tribune pour qu'il y ait des soucis, pour dire ah oui il y a des problèmes, il faut remettre des règles. Les règles elles existent, il faut juste faire les bonnes règles parce que dans les stades
Ça doit être contrôlé à l'entrée. Aujourd'hui, à l'Orange Vélodrome, on fait quand même rentrer beaucoup de choses qui ne sont pas légales, admises, et on peut faire rentrer un peu ce qu'on veut. C'est pas normal. Et je dis ça juste pour de la prévention d'éventuels problèmes. Moi, les ambiances fumigènes, tout ça, vous savez que je kiffe les ambiances dans les stades bouillants, donc ça n'a rien à voir avec ça. Un petit mot donc sur l'Olympique de Marseille de Sampaoli. Toujours cette peur chez certains supporters. Moi j'étais confiant jeudi, je voyais même une victoire de l'Olympique de Marseille. Je vous l'avais expliqué. Cette peur donc des déséquilibres permanents de l'Olympique de Marseille qui aurait pu profiter aux Parisiens. Et on l'a vu, Mbappé a souvent pris le large. Mais contre qui il ne prend pas le large en fait? Contre le Bayern il prend le large. Contre l'Inter, contre le Madrid, contre Liverpool il prend le large. Donc arrêtez de mettre la faute sur les 3 défenseurs centraux marseillais. Ils ont plutôt bien cadré Kylian Mbappé. Rongier a fait ce boulot de double homme à nouveau, puisqu'il a le coffre pour tenir. Il est à la fois latéral droit et milieu. Je me disais depuis le début de la saison que c'était un milieu qui dépannait au poste de latéral droit très souvent. En fait, hier, c'était un latéral droit, Rongier, très bon, de bon niveau, qui est venu apporter le surnombre au milieu de terrain régulièrement, un peu comme l'ont fait d'ailleurs Cancelo pour le City de Guardiola, et Guardiola qui aime bien ces latéraux qui apportent au milieu de terrain, ou alors ce milieu qui apporte à la Kimmich, qui apporte aussi quand il faut en tant que latéral. Donc je Rongier dans ce double rôle, je trouve très intéressant. Du côté de Marseille, mon homme du match et mon chouchou depuis le début de la saison, vous savez, c'est Saliba. Je l'adorais avec Todibo, à Nice. Il est toujours au top. Il a montré qu'il avait l'étoffe internationale hier devant les caméras du monde entier. Je pense que c'est vraiment important de sa part d'avoir tapé du poing sur la table là-dessus. Il a montré qu'il était au-dessus de beaucoup de centraux. Pour moi, il est plus fort qu'Upamecano, plus fort qu'Kimpembe. C'est un mec qui doit être en équipe de France très vite. Rien d'autre à dire là-dessus. Vous l'avez vu, les gestes sont propres, la vision du jeu, les relances. Il a réussi à contenir par ce tac qui est peut-être l'action du match, la contre-attaque de Kylian Mbappé. C'est propre, c'est la classe, c'est du Saliba. Et pour ceux qui demandent, en effet, l'OM aura les moyens de le conserver si le joueur veut rester. Parce que si Liverpool lui demande de venir épauler Van Dijk, voilà, dans tous les cas, il y a des choix de carrière à faire. Il faut bien comprendre. Dans les autres choix de Sampaoli, quand même, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a retrouvé un Lirola à droite. On a vu le fiasco à gauche. Ça y est, il a retrouvé un autre poste pour un autre match. Lirola, ce poste de milieu droit, c'est aussi pour apporter un équilibre à l'OM, qu'avec un Conrad ou un Under à gauche, ce soit pas trop offensif. C'est un choix d'équilibre. Pour autant, Lirola, on voit que c'est un latéral, c'est pas un ailier droit, et que finalement, l'OM joue avec un ailier droit par défaut, et ça m'embête vu la mise en place de l'effectif, les choix de recrues. Je pense qu'on peut mieux utiliser Paul Lirola, et c'est un peu dommage de se trouver dans ces situations. Gerson, il va falloir un moment l'expliquer publiquement pour le dédouaner, le pauvre, qu'il a fait une prépa après une saison pleine au Brésil, et qu'il n'a pas eu de pause, qu'ensuite il n'arrête pas les allers-retours avec le Brésil en Amérique du Sud, qu'il est cramé. Donc tout le monde lui tombe dessus, mais je le redis, c'est un joueur qui a du ballon, il n'est pas international brésilien pour rien. Donc voilà, donnez-lui du temps, pour autant le faire rentrer dans ces conditions. Pour moi, c'est le type de joueur diesel. Donc faire rentrer Gerson dans ce type de match, ça ne sert à rien. C'est pas le mec qui va t'apporter le plus. Voilà, je suis un peu déçu de ce type de coaching. Alors oui, il faut le faire peut-être jouer, mais psychologiquement, mais alors mettez-le d'entrée et puis sortez-le, ou alors retapez-le physiquement et refaites-le jouer dans 15 jours, 3 semaines. Mais bon, s'il est à nouveau appelé avec le Brésil lors de la prochaine trêve internationale, j'ai des doutes sur sa capacité à revenir à très bon niveau, à forte intensité avant janvier et février. Voilà pour Gerson, qui est handicapé par cette double saison qu'il réalise actuellement, et ses sélections en équipe du Brésil qui sont méritées, mais qui le handicapent. Voilà les amis, c'était pour faire un petit point global de la situation d'hier, répondre aussi à vos questions. Marc Courtois était au stade, on verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. On l'a pas vu pour Bernard Tapie, il se repointe comme par hasard quand ça brille. Vous savez la situation actuelle, on fonce, beaucoup de clubs foncent vers le mercato d'hiver, on aura le temps d'en reparler. On se retrouve mercredi pour un nouveau live débrief du très gros match de haut tableau Nice-Marseille, certainement encore Marseille en débrief parce qu'on est là les dimanches soirs les amis, donc pour Clermont-Marseille dimanche soir, on verra. A priori on sera dans le studio donc pour la deuxième mouture de l'émission du débrief du dimanche. On va améliorer tout ça techniquement. Vous aurez à nouveau la parole et dès mercredi la parole. Nouvelle vidéo aussi enregistrée vendredi
autour de Sergio Ramos d'être épié dans la série Le Brancard. Pourquoi est-il absent depuis si longtemps, depuis février? N'arrive-t-il plus à remettre un pied sur un terrain de foot? On vous explique les tenants et les aboutissants et surtout s'il va être capable de revenir et réenchaîner les matchs avec l'ostéopathe Benillouz. Voilà. N'oubliez pas de me mettre à nouveau vos commentaires, tout ce qui vous a aussi, ce qui m'a échappé, ce qui a retenu votre attention concernant ce Marseille-Paris. Dites-moi sur ce que je vous ai dit, si vous voulez réagir, on est ensemble. Et puis les deux maillots sont bien sûr toujours à gagner, tirage au sort en fin de semaine. Maillot vintage 93, mythique PSG, mythique OM, c'est des tailles XL. Vous mettez un commentaire sous la vidéo YouTube, on fait donc un tirage au sort et ce sera parti. Et d'ici la fin de semaine, je vous envoie tout ça. Merci les amis, prenez très soin de vous. On est entre passionnés, on continue comme ça. Merci pour la force et à très vite.